Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Marie-Flore Wekwe qui est Structured Finance Associate. Comment est-ce qu'on présente ça en français et surtout, je crois que vous êtes spécialisée dans le marché des énergies. Je suis Structured Financial Associate. Je suis basée à New York. Je travaille avec JPY Capital. Je suis spécialiste en montage financier, notamment pour les projets qui sont basés dans les pays qui sont soumis aux conditions de la concessionnalité du FMI. J'interviens notamment dans 4 secteurs, dans celui de l'énergie, de l'hydraulique villageoise et urbaine, des infrastructures routières et des logements sociaux. Très bien. Commençons par un secteur qui est très important pour l'Afrique, mais qui est souvent décrié, celui du pétrole. Certains disent que le pétrole est une malédiction pour l'Afrique. Bon, on l'a souvent dit, mais ce n'est pas le cas tout le temps. Quand on prend un pays comme le Congo, par exemple, en 2010, le Congo a exporté 10 milliards de dollars, 9 milliards. Viennent du pétrole. Donc vous voyez que ce n'est pas le cas. Le pétrole, dans le cas du Congo, contribue à 70% des recettes de son PIB. D'accord. Mais donc finalement, on peut dire que le pétrole a quand même des vertus. Il suffit juste qu'il soit bien réutilisé, cet argent. Tout à fait. Tout à fait. Dans le cadre du Congo, c'est un véritable succès parce que le Congo a pris des réformes qui a poussé le pays à développer son industrie de pétrole. Lesquels, par exemple? Bon, les réformes qui ont été prises, c'est qu'ils ont donné beaucoup d'incentives aux sociétés d'exploration de façon... De faciliter. De faciliter les tâches extractives. Et le résultat, c'est que le Congo, comme je disais, exporte énormément de pétrole. C'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'il y a une trop forte dépendance sur une seule matière première qui est le pétrole. Ce qu'on souhaiterait voir, c'est que le succès du pétrole congolais soit réappliqué dans d'autres domaines, notamment dans le secteur de l'agriculture. Notamment en injectant cet argent, cette valeur ajoutée du pétrole en termes financiers dans des secteurs comme l'agriculture. Dans les secteurs comme l'agriculture, quand on voit un pays comme le Congo qui a un potentiel énorme, parce que le Congo a 100 millions d'hectares et 2%, à peine 2% sont cultivés. Le Congo importe beaucoup de denrées alimentaires, ce qui devrait changer, puisque le Congo a tous les potentiels de mettre son sol en œuvre, d'attirer déjà les capitaux pour valoriser le sol. Mais pour ça, il faut avoir de la main-d'œuvre. Si les jeunes estiment que le travail agricole est un travail pour les vieux ou pas valorisant, ils n'iront pas vers l'agriculture. Ça dépend de comment c'est structuré. Terres arables disponibles ou pas, s'il n'y a pas une vraie motivation, les jeunes ne vont pas s'investir. Ça dépend de comment c'est structuré. Bon, si on prend un pays comme la Chine, par exemple, parce que la Chine, en 1979, a complètement décentralisé son système agricole et l'a d'ailleurs diversifié. Le gouvernement a donné des terres aux familles, aux agriculteurs, et leur a donné les moyens de rentabiliser ces terres. Si une politique pareille était appliquée au Congo, je suis sûre que très tôt, on verra des effets positifs, notamment sur le point de vue de l'alimentation, parce qu'il y a quand même un besoin criard alimentaire au Congo, et aussi au niveau des recettes de l'État. Mais à côté de ça, même si les Congolais souhaitaient le faire, quand on voit comment les produits agricoles se vendent sur le marché international, on n'est pas très motivé non plus. À moins qu'il ne s'agisse de consommation intérieure, comme vous le dites encore une fois. Il s'agirait d'abord d'une consommation locale, et c'est très lucratif dans l'agroalimentaire. Le Congo, en ce moment, importe beaucoup, même jusqu'au lait. Alors, une laiterie agricole plus ou moins villageoise aura que monsieur et madame tout le monde comme vous aura le potentiel d'avoir un retour sur investissement de plus de 30% au Congo actuellement. D'accord. Mais à côté de ça, il y a le climat international qui fait qu'il n'y a pas de dévaluation du franc CFA. Mais on se souvient de la dernière, tous les intrants ont été tellement chers que finalement, en termes de coût de la vie, les gens se sont retrouvés avec des prix qui étaient hors de portée. Vous le faites pour l'agriculture, ce sera pareil. En investissant dans l'agriculture, vous avez besoin d'acheter des produits qui viennent de l'extérieur.
ça aura un coût. Ça aura un coût qui est le coût de l'investissement, qui est une voie nécessaire pour chaque investissement. Le plus important, c'est de regarder le rendement, et le rendement sera très important. Dans combien de temps on pourra avoir un retour sur investissement si le Congo était convaincu qu'il faut réorienter, réinjecter l'argent du pétrole dans le secteur de l'agriculture? Je peux vous dire qu'il y a déjà des initiatives au niveau du Congo dans l'agriculture. Je sais que le gouvernement, il y a peu de temps, a donné des terres à une société sud-africaine qui prétend fournir 1000 emplois. Donc déjà, il y aura 1000 nouveaux salaires et les gens vont dépenser de l'argent, donc il y a une répercussion économique. Et je dirais, dans le moyen terme, en 5 ans, on peut s'attendre à un rendement positif d'environ 30%. D'accord. Il y a un pays en Europe qui est producteur, l'un des rares pays européens à produire du pétrole. Je ne parle pas de la Russie, la Norvège, qui a une utilisation vraiment exemplaire du pétrole. Est-ce qu'on peut demander au Congo de suivre ce modèle-là, même s'il ne réussissait pas pour l'agriculture, à suivre un modèle comme celui de la Norvège qui consiste à faire un fonds pour les générations à venir? Oui, ce serait une très bonne idée. Ce serait une très bonne idée. Je sais que le Congo est en train de prendre plusieurs réformes, puisque le Congo entend diversifier du pétrole. Il y a notamment des projets de faire des plantations de canne à sucre pour développer le secteur bio, des énergies bio. des énergies bio. Donc oui, il y a plusieurs réformes qui sont en train de se produire au niveau du Congo. Et de votre observation en tant que spécialiste du secteur, qu'est-ce que vous pouvez dire du Congo aujourd'hui? Qu'il avance vers une sortie de cette pétrodépendance? Oui, je dirais ça. Et je dirais notamment qu'une des destinations pour investir en Afrique, c'est le Congo, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités d'investissement au rendement à 2 chiffres, quoi. On a parlé du domaine agricole, j'en parle un peu parce que c'est le domaine le plus criard. Mais il y a notamment dans les économies de services, parce que le taux de bancarisation au Congo est encore assez faible. Il y a le tourisme aussi qui pourrait très bien développer au Congo, parce que le Congo a une très belle forêt. Voilà. C'est l'un des poumons de la planète. On parle souvent de la forêt d'Amazonie, mais il y a également la forêt de l'Afrique équatoriale, dont le Congo représente le bassin du Congo représente un des plus importants réservoirs. Tout à fait. On parlait souvent de cette taxe qui pourrait être versée au pays par rapport au carbone. Au fait qu'on pollue, si on pollue, on doit reverser une partie de l'argent au pays qui a été pollué ou au pays qui absorbe le gros de cette pollution. Le Congo peut miser là-dessus aussi pour faire émerger son économie? Je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas vu les études qui parlaient de la taxe de dioxyde de carbone en Afrique. Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que le Congo devrait attendre miser sur ça, parce que déjà, même sans ça, le Congo a un potentiel énorme. D'accord. Et s'il fallait aujourd'hui conseiller à des entreprises qui cherchent de nouveaux fonds, on sait que la zone euro ne se porte pas spécialement bien, si on devait chercher de nouvelles zones d'investissement et qu'il fallait conseiller le Congo, ce serait dans quel secteur? Énergie renouvelable, la canne à sucre, l'agroalimentaire, tourisme, comme je l'ai dit, et secteur minier parce qu'il y a aussi beaucoup de fer au Congo. D'accord. Vous citiez l'exemple du Brésil en matière d'énergie renouvelable. Qu'est-ce qui peut, dans le modèle brésilien, servir au Congo? Bon, le Congo a un fleuve très important, qui est le fleuve Congo. Et j'ai cru comprendre que les débits sont très puissants. Donc déjà, sur le point de vue hydro, le Congo peut produire beaucoup. J'ai notamment suivi avec beaucoup d'intérêt la construction d'un nouveau barrage de 50 MW au Congo. Donc déjà parce que le développement économique passe déjà par une production d'énergie assez considérable. Pour alimenter les secteurs. Pour alimenter les secteurs.
Mais j'encourage notamment la diversification de l'énergie, notamment en suivant le cas du Brésil dans la transformation de la canne à sucre et d'autres pays, hein, la transformation du maïs, qui pousse au Congo. Et dans la mauvaise santé de l'euro, on y revient, hein, de toute façon. Le Congo utilise le franc CFA qui est adossé à l'euro. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui, dans la situation, comment je vais présenter ça pour ne pas être pessimiste et ne pas décourager? Quand on voit la situation des partenaires à l'exportation du Congo, notamment dans la zone euro, est-ce qu'il n'y a pas à chercher d'autres espaces vers lesquels exporter? Je crois que le Congo est en train de mettre une politique pour. Vous voyez notamment qu'il y a 3 autoroutes qui vont être construites bientôt pour encourager les échanges interrégionaux avec le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Parce que ces pays, la zone CEMAC, représentent quand même une source de capital importante qui est malheureusement sous-exploitée à cause de la mauvaise infrastructure de la majorité des pays riverains. Donc le Congo est en train de vouloir pénétrer ces marchés riverains. Et puis là, vous me permettez de revenir à une question que je ne vous ai pas posée, mais jusqu'à présent, on disait que l'Afrique, le taux d'échange entre les pays africains est moins de 1%. Dans le commerce intérieur. Au mieux, il peut atteindre 14%, mais ça reste encore très faible. Est-ce que des pays comme le Congo gagneraient eux aussi à davantage intensifier l'échange avec les pays africains, avec d'autres pays, les pays voisins proches et les pays africains tout simplement? Absolument. Absolument, parce que cet échange va déjà permettre des délais très courts dans l'acheminement des marchandises. Quand le temps est réduit, ça veut dire que l'argent est également réduit et ça va permettre à chaque pays d'affirmer un comparative advantage et de se concentrer dans son comparative advantage. D'accord. Et là, s'il fallait choisir des pays, lesquels seraient les plus faciles pour le Congo à conquérir? Le Maghreb, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, les Grands Lacs? Déjà, j'irai un peu plus loin. J'irai un peu plus loin parce que je dirais que le Congo peut exporter énormément vers l'Asie, notamment la Chine, puisque le Congo exporte beaucoup de bois. Donc, c'est vrai que c'est loin, mais c'est un marché quand même important. Et dans les pays riverains, bon, ça dépend de ce que le Congo pourra exporter. Bon, le pétrole, tous ces pays sont producteurs de pétrole, le bois, ils sont tous producteurs de bois. Donc, mais vous prenez le Nigeria aujourd'hui, son secteur pétrolier, il se porte bien, mais il importe quand même. Oui, parce qu'il faut... Du Cameroun, il pourrait importer du Congo. Le Cameroun importe également du Nigeria, tout à fait. D'accord. Mais dans tous les cas, merci d'être venu pour nous parler de cette pétrodépendance dont le Congo essaie de se sortir et surtout des chances et des possibilités qu'il y aurait pour le pays d'aller vers de nouveaux marchés hors de la zone euro. Merci d'être venu. Je vous remercie de me recevoir. Et merci à vous tous d'avoir regardé l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.